Ce livre m'a complètement anéantie. Franchement, je crois que je suis encore en train de trembler. C'est l'effet que ça fait. On parle de l'amant de Marguerite Duras. C'est ça, et aujourd'hui on va vraiment plonger dans les méandres de la mémoire, du délire et d'une forme de folie. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est troublant. On suit une jeune Française, elle a 15 ans et demi et on est en Indochine dans les années 30. Et on ne commence pas par le début, non? On est immédiatement jeté sur un bac qui traverse le Mékong. C'est ça, le paradoxe. C'est une enfant, mais son visage est déjà, il est décrit comme ravagé. Elle cherche l'amour, mais elle trouve une transaction, une sorte de prostitution acceptée par sa propre famille. C'est insensé, non? Totalement. Et c'est là l'enjeu. Ce n'est pas juste une histoire d'amour. C'est une question de survie au sein d'une famille qui pourrit de l'intérieur, dans une société où chaque frontière est un interdit. Alors, cette rencontre sur le bac, c'est le point de départ de tout. Oui, la scène est tellement visuelle. On sent la chaleur moite de l'Indochine, ce fleuve immense. Et au milieu, il y a cette adolescente. Elle est une image de pur défi, vraiment. Sa tenue, déjà, c'est une provocation. Elle porte un chapeau d'homme et des chaussures dorées complètement usées. Rien ne va ensemble, en fait. Rien. Elle ne fait pas que traverser un fleuve, là. Elle franchit un seuil. C'est un acte irréversible. Et c'est là qu'il arrive, lui, l'homme riche dans sa limousine noire. Un Chinois. Et le rapport de force, on pense le connaître d'avance. Il est plus âgé, il a l'argent, Le cliché du prédateur. sauf que ce n'est pas ça du tout. Dans cette société coloniale, c'est elle, la petite blanche, qui détient le pouvoir racial. Et ça change tout. Comment ça se manifeste? Il s'approche d'elle. Et il tremble. C'est pas une image, hein, il tremble vraiment. Ce n'est pas un prédateur, non. C'est beaucoup plus complexe. Bien plus fragile que ça. C'est donc elle qui a le contrôle de la situation. Complètement. C'est lui qui est terrifié. Terrifié par elle, par ce qu'il est en train de faire, par l'interdit qu'il brise. Mais qu'est-ce qui la pousse, elle, à franchir cette ligne? Pourquoi elle accepte? Parce que son propre monde est un enfer. C'est aussi simple et terrible que ça. C'est là qu'on découvre l'ombre de la famille. Une ombre immense, oui. Destructrice. Il y a la mère d'abord. Une femme rendue folle par la pauvreté, par le désespoir. L'histoire du barrage. Et exactement, le barrage contre-Pacifique. Elle a tout misé sur un terrain régulièrement inondé. Elle a tout perdu. C'est la métaphore de sa vie. Une lutte perdue d'avance. Et cette violence, elle n'est pas qu'extérieure. Elle est dans la maison. Elle est partout. Elle est incarnée par le frère aîné, le favori de la mère, un être d'une cruauté. Un tyran. Un tyran, oui. Il terrorise sa sœur et son petit frère Paolo. Ce petit frère, c'est d'ailleurs la seule lueur, le seul allié qu'elle ait. Donc l'amour avec le Chinois devient une évasion. Une évasion, mais aussi une arme. Et la famille le sait. Ils sont au courant. Ah oui, il laisse faire. Pire, il profite de son argent. C'est une transaction acceptée par tous. C'est d'une sordidité absolue. Donc leur histoire ne peut pas se vivre au grand jour. Non, elle est confinée, enfermée dans une garçonnière, à Saigon. C'est là que tout se passe. Oui, mais dès le début, c'est lié à quelque chose de plus sombre. De beaucoup plus sombre. Comment ça? Pour elle, le désir et la mort sont inséparables. Le plaisir est si fort qu'il est, je cite, à mourir. Ce n'est pas une douce romance. C'est une étreinte brutale, désespérée. Voilà, dans un monde qui est lui-même saturé par la mort. La chaleur, la maladie, les corps qui flottent dans le fleuve. Le Mékong, qui est le lieu de la rencontre, c'est à la fois le passage sexuel et la frontière avec l'au-delà. Elle a peur de la mort ou elle la cherche? Elle est fascinée par elle. Et cette fascination est liée à une autre menace, plus intime encore, la folie. La folie de sa mère. Elle est persuadée de l'avoir en elle, que c'est dans le sang, un héritage. Elle a peur de porter cette même humeur à mourir. Et cette folie, elle n'est pas portée, isolée. Non, et c'est très bien vu. C'est comme une contagion silencieuse chez les femmes de la colonie. Il y a la figure d'Anne-Marie Streeter, par exemple. La femme du diplomate. Exactement. Élégante, scandaleuse, dont l'amour s'est terminé par un suicide. Une sorte de folie mondaine, mais destructrice. Et l'autre figure? C'est la mendiante folle, de Vinlong. Elle erre dans les rues, une folie qui n'est pas enfermée, qui fait partie du paysage. Terrifiant. Et ces femmes, pour la narratrice, ce sont des miroirs brisés de sa propre angoisse, de son propre futur possible. Avec une famille pareille, une société aussi rigide, on sent bien que cette relation est condamnée d'avance. Elle est inévitablement condamnée. Les barrières sont ininfranchissables. Sociales, raciales. Lui doit épouser une Chinoise choisie par son père. Et elle doit retourner en France. C'est ça. La séparation est programmée.
Leur histoire n'a aucun avenir. Et le départ, c'est une scène d'une tristesse. Absolue. Elle est sur le bateau qui la ramène en France, elle regarde le quai et elle voit sa limousine noire, là, à l'écart. Il est là. Il est venu. Il est venu. Elle regarde la voiture jusqu'à ce que la terre disparaisse. Et c'est seulement à ce moment-là, en entendant un air de Chopin au loin, qu'elle s'effondre. Pour la première fois. Elle réalise. Elle réalise que c'était l'amour. Pas juste du sexe, pas juste de l'argent. L'amour. C'est la fin de son adolescence, la fin de cet amour. Mais ce n'est pas vraiment la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Non, on pourrait le croire. Les années passent. Les décennies. Elle vit sa vie à Paris. La guerre passe. Elle devient une vieille femme. Et un jour, très très longtemps après, Un jour, le téléphone sonne. C'est une voix qu'elle reconnaît tout de suite. c'est lui. C'est lui. Et après quelques banalités, il lui dit une seule chose. Une phrase. Une seule phrase qui, après tout ce temps, vient donner son vrai nom, sa vraie dimension à leur histoire. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit qu'il l'aimait encore, qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer, et que cet amour durerait jusqu'à sa mort. Waouh! Après une vie entière de silence. Exactement. Et cette phrase, elle recontextualise tout ce qu'on a lu. Ce n'était pas une histoire sordide, c'était l'amour absolu. Un amour si impossible qu'il a fallu une vie entière pour qu'il puisse enfin être dit. C'est ça, la magie de Duras. La vérité d'un sentiment peut mettre des décennies à faire surface. Ça change toute la perspective. Ça laisse à réfléchir. Ça nous fait nous demander combien d'histoires, dans nos vies, ne révèlent leur véritable sens que bien des années plus tard. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.